Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire un retour d'une expérimentation sur la qualité de l'air intérieur dans des écoles en Isère et quelques propositions d'amélioration de cette qualité de l'air intérieur. Donc, je suis Pierre Creveillet de la société Aldes, en charge des affaires publiques. Alors pour cette expérimentation, on a utilisé un capteur de qualité d'air intérieur qui s'appelle Walter, qui est un capteur qui mesure toute une série de paramètres de l'environnement intérieur, comme les particules fines, les composés organiques volatiles totaux, le CO2, la température et l'humidité relative, et puis qui renseigne aussi sur des éléments de pollution de l'air extérieur, mais qui ne va pas nous être très utile dans le cadre du projet que je vais vous présenter. Donc en fait, c'est une expérimentation qui s'est déroulée sur 2 semaines. Une première semaine où on a appliqué en fait 2 protocoles d'ouverture des fenêtres différents. Donc une première semaine où on a demandé aux enseignants des salles de classe concernés de respecter strictement le protocole du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui est un protocole assez volontariste en matière d'ouverture des fenêtres, puisque c'est 15 minutes d'ouverture avant l'arrivée des élèves, une ouverture des fenêtres au moment des interclasses, au moment des récréations, également au moment du déjeuner, et puis également en fin de journée, au moment où les salles de classe sont nettoyées. Et puis on a, sur la 2e semaine, demandé en fait d'appliquer un protocole un tout petit peu plus restrictif, où on a réutilisé le même protocole, sauf que l'on a demandé, cette fois-ci, ah oui, j'ai oublié sur le premier protocole qui a son importance, c'est qu'en plus de ce que je viens de décrire, on demandait aussi aux enseignants d'ouvrir 15 minutes la fenêtre pendant chaque heure de classe. Donc la 2e semaine, on a fait exactement la même chose, sauf qu'on a demandé aux enseignants de ne pas ouvrir pendant 15 minutes pendant l'heure de classe, et donc de garder les fenêtres et les portes de la salle de classe bien fermées. Alors, en fait, on a instrumenté 4 écoles et 5 salles de classe. C'est toutes des écoles qui sont dans le Nord-Isère. Le Nord-Isère, c'est l'endroit de la circonscription de la députée Marjolaine Meignet-Millefer qui nous a aidés dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc elle n'est pas là, mais je la remercie pour cela. Et la première salle de classe que l'on a instrumentée était à Maubec. Donc c'est des petits villages du nord de l'Isère, qui était une classe de petite et moyenne section, à peu près 29 élèves, 4 adultes, le matin, un petit peu moins l'après-midi. Des élèves qui étaient quand même en dehors de la salle de classe à un certain nombre de moments de la journée. Une salle de classe qui était située en rez-de-chaussée et qui donnait sur une départementale, et puis qui était équipée quand même de 2 portes, une porte d'entrée et une porte à l'arrière, des fenêtres qui pouvaient être facilement ouvertes sur l'extérieur. Et on a positionné notre capteur plutôt vers la porte au fond de la classe qui donnait sur la départementale. Le ménage était effectué tous les soirs, lundi, mardi, jeudi, vendredi de la semaine, après les heures de cours. Et ça, c'était une constante, quelle que soit en fait la salle de classe qui a fait partie de l'expérimentation. Donc si je vous donne des premiers résultats, d'abord un petit peu d'explication. Donc en jaune, vous avez les périodes de présence des élèves sur la journée. La ligne rouge en bas, c'est la limite réglementaire en matière de confinement qui est fixée par le RSDT. En bleu, vous avez l'évolution du taux de confinement au cours de la journée. Et puis en rouge, vous avez une extrapolation de ce que serait le taux de confinement si on n'avait pas ouvert les fenêtres pendant la journée. Donc en fait, sur cette première salle de classe où on avait beaucoup d'ouvrants qu'on pouvait ouvrir facilement, on constate qu'on a
on respecte quasiment la limite réglementaire le matin. L'après-midi, on n'a pas vraiment une problématique à ce niveau-là, puisqu'on a un effectif qui est beaucoup plus réduit, donc on n'a pas la même contrainte. Et donc, à peu près, on a un dépassement en fait, de la limite réglementaire, uniquement 5% du temps de présence des élèves sur cette première semaine avec le protocole assez volontariste. Sur la deuxième semaine, donc avec le protocole légèrement adapté, donc un petit peu moins d'ouverture des fenêtres et des portes, on voit qu'on a un dépassement qui est plus important le matin. L'après-midi, on est sur des problématiques à peu près équivalentes que lors de la première semaine parce qu'on a des effectifs à nouveau réduits. Donc voilà, on a un dépassement sur cette journée type de 2 heures de la limite réglementaire, avec quand même tout de même en fin de matinée une pointe à un peu plus de 2600 ppm de CO2 qui est assez significatif. La deuxième école qu'on a instrumentée était une école à Cessieux. Donc la première salle de classe était une salle de CM1, CM2, 23 élèves plus l'enseignant, des élèves à l'extérieur de la salle de classe les lundis et vendredis après-midi. Cette première salle de classe était au 2e étage, donnée sur une départementale, et elle est équipée de 2 fenêtres, plus d'un vasistas au fond de la salle de classe. Sur les résultats, on a un dépassement de la limite réglementaire qui est assez important dans la matinée avant la récréation, un petit peu moins après la récréation. Et puis l'après-midi, un peu comme pour la précédente école, on a des élèves qui sont en salle de sport et donc beaucoup moins de personnes dans la salle de classe et donc une problématique de confinement qui est bien moindre. Et sur cette première semaine, ce premier protocole, on a malgré tout 56% du temps de présence des élèves qui se fait dans un environnement où on dépasse la limite réglementaire. Sur la deuxième semaine, on va avoir des dépassements qui sont beaucoup plus importants, aussi bien le matin que l'après-midi. Là, on est sur un temps de dépassement qui est 77% du temps de présence des élèves. Et on a des pointes, vous voyez, en fin de matinée avant la récréation à 4400 ppm de CO2. Donc un niveau qui est quand même tout à fait important. Dans cette même école, on a instrumenté une deuxième salle de classe qui se trouvait, elle, au rez-de-chaussée. Donc, qui était une classe de CE1, 23 élèves plus l'enseignant. Une absence les mardis et jeudis des élèves dans la matinée. Donc, comme je l'ai dit, au rez-de-chaussée, bordé aussi par la départementale, avec 3 ouvrants qui donnaient sur l'axe routier et une porte d'entrée qui s'ouvrait assez facilement. Il y avait une porte arrière, mais qui était maintenue fermée en permanence. Donc là, la première semaine, on a des dépassements qui sont, malgré le protocole assez volontariste d'ouverture des ouvrants, assez importants, puisque voilà, on va à nouveau tutoyer en fin de journée les 4400 ppm de CO2 et un dépassement 71% du temps de présence des élèves sur cette journée. La deuxième semaine, on a un temps de dépassement un peu moindre, quand même qui est de 62%. Et ça s'explique par le fait que sur l'après-midi de cette journée du lundi que l'on a retenue, on avait une moindre présence des élèves dans la salle de classe. Mais le matin, on est sur des niveaux tout à fait significatifs et un dépassement qui est quand même assez conséquent sur cette journée. La troisième école que l'on a instrumentée, c'est une école à Saint-Victor de Cessieux, donc une classe de CE2, CM1, 27 élèves plus l'enseignant, avec là aussi des absences dans l'après-midi, des lundis et des jeudis. Une salle de classe qui était au premier étage, et la différence par rapport aux précédentes écoles, c'était une salle de classe qui est équipée d'un système de ventilation mécanique contrôlée. Donc là, on a demandé aux enseignants
de ne pas ouvrir les fenêtres, de ne pas ouvrir les portes, de les garder bien closes pendant l'ensemble de la journée pour voir effectivement qu'est-ce que le système de ventilation était en mesure de donner sur le taux de confinement qu'on mesurait. Alors si on passe aux résultats, on voit que on va avoir un petit peu de dépassement le matin, mais qui reste assez contenu, qui ne va pas au-delà des 1500 ppm de CO2. L'après-midi, on a un dépassement beaucoup plus significatif, juste avant la récréation. Et en fait, en analysant un petit peu ce qui s'était passé sur cette journée, il y a eu une coupure d'électricité qui a fait que le système de ventilation n'a pas fonctionné pendant une partie de ce début d'après-midi. Et on voit d'ailleurs que le taux de confinement, il monte de manière très significative au moment où le système n'était plus en fonctionnement. Donc avec cet incident, on est sur un temps de dépassement d'1h05, donc à peu près 19% du temps de présence des élèves dans la salle de classe, mais qu'il faudrait un petit peu recorriger sans cet incident, et on aurait un temps de dépassement et un pourcentage qui serait évidemment moindre. La dernière salle de classe que l'on a instrumentée, c'était à Vigneux. Là encore, 28 élèves plus l'enseignant. L'après-midi, en début d'après-midi, un petit peu moins d'élèves. Des absences les lundis et le jeudi sur une partie de la matinée. C'était une salle de classe qui était située à l'étage avec la possibilité en fait, d'un renouvellement d'air par ouvrant assez importante, puisqu'on avait sur les deux séries de murs des ouvrants, et puis la porte d'entrée qui était... il y avait aussi, je ne l'ai pas mentionné là, mais il y avait aussi une porte à l'arrière qui pouvait également être actionnée, et qui l'a été sur cette première semaine. Si on regarde les résultats, en fait on a un dépassement qui est tout à fait significatif là encore sur cette première semaine. Donc on tutoie à nouveau juste avant la récréation les 2400 ppm de CO2, que ce soit le matin ou l'après-midi, un dépassement assez significatif pour 63% du temps de présence des élèves, avec un dépassement de la limite réglementaire. Et sur la deuxième semaine, avec le scénario un tout petit peu plus restrictif, là on a des dépassements qui sont encore très très significatifs. On monte jusqu'à 4400 ppm. Sur la matinée, on a calculé une moyenne où on est à peu près pendant 1h40 à 3000 ppm de CO2 pour les élèves sur cette matinée. L'après-midi, même si on a une présence un peu moindre, on voit qu'on a des niveaux qui sont aussi au-delà des limites réglementaires, pour un total de 80% du temps passé des élèves qui sont au-dessus de ce seuil de 1300 ppm de CO2. Alors, quelques conclusions dont je vais vous faire part. En fait, ce que l'on constate, c'est que avec le scénario volontariste d'ouverture des fenêtres du ministère, eh bien, on arrive à rester que 50% du temps en dessous de la limite réglementaire des 1300 ppm de CO2. Avec notre scénario qui est un tout petit peu plus conservateur, on a un dépassement qui est de l'ordre de 64%. Mais on verra tout à l'heure que c'est certainement pas un scénario forcément réaliste par rapport à ce que pratiquent les enseignants en période de chauffe de leur salle de classe. Et ce qui montre quand même la limite de la solution de l'ouverture des fenêtres pour avoir un renouvellement d'air suffisant, et en tout cas rester en deçà de la limite réglementaire qui est demandée par le règlement sanitaire départemental type. Pour la salle de classe qui est équipée du système de ventilation, on a quelques légers dépassements, mais grosso modo, on arrive à peu près à respecter la limite réglementaire du RSDT. Donc évidemment, l'équipement, il doit au départ être bien dimensionné, il doit être installé selon les règles de l'art pour qu'on ait bien les débits d'extraction prévus par la réglementation, qui sont aussi stipulés dans le RSDT. Et puis on doit avoir une maintenance de l'équipement dans la durée si on veut que cette performance, eh bien, elle reste d'actualité. On a essayé de rapprocher ces conclusions en fait de la littérature existante sur cette problématique, et on a regardé
rapport de l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, pour voir un petit peu à quoi ils étaient parvenus sur leurs études pour le même type de bâtiment. Alors j'ai repris quelques points qui me semblaient intéressants. La première chose, c'est que le temps médian quotidien d'ouverture des fenêtres en période hivernale dans leur étude, il est de 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est plutôt inférieur au scénario que l'on a utilisé dans notre instrumentation et notre évaluation. Ils font aussi le constat que dans 93% des salles de classe, on est au-delà des valeurs qui sont conseillées par l'OMS en matière de présence des particules fines. Donc 93%, c'est quand même presque toutes les salles de classe, c'est quand même tout à fait significatif. Sur la partie confinement, ils constatent aussi qu'on a, pour 70% des écoles, au moins une salle de classe qui présente un niveau de confinement élevé à extrême. Et puis ce qu'ils ont constaté, c'est qu'on avait seulement 15% des écoles qui étaient équipées en France d'un système de renouvellement d'air mécanique et 50% des crèches. Donc on a beaucoup de bâtiments qui ont recours au renouvellement d'air par ouvrant pour faire face à cette problématique de qualité d'air intérieur. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une situation qui est très satisfaisante. On constate qu'en fait on a des élèves qui évoluent dans des environnements qui ne sont pas du tout adéquats en matière de qualité d'air intérieur, qui ne respectent pas la réglementation. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin de prendre des mesures pour ramener ces établissements dans les limites réglementaires et permettre aux élèves à la fois d'évoluer dans des environnements intérieurs qui sont propices pour leurs apprentissages, puisqu'on a constaté que plus la qualité d'air intérieur est dégradée, moins ils sont en capacité d'apprendre facilement. Leurs capacités cognitives sont dégradées. Et puis c'est une question de santé publique aussi. On sait que les jeunes sont plus sensibles à une mauvaise qualité d'air intérieur, donc il y a une vraie problématique à résoudre de ce point de vue-là. Donc on propose quelques actions qui nous sembleraient intéressantes de considérer au niveau des pouvoirs publics. La première chose, c'est qu'effectivement, il faudrait donner aux propriétaires ou aux exploitants de ces bâtiments la capacité financière d'engager des travaux de rénovation utiles pour mettre à niveau ces ces bâtiments éducatifs. Et donc on a pensé en fait à une aide de l'État qui pourrait être une aide remboursable sur la base en fait des économies d'énergie qui seraient réalisées par cet acte de rénovation, parce qu'évidemment il ne va pas porter uniquement sur la thématique de la qualité d'air intérieur, mais également sur en fait, la performance énergétique de ces bâtiments. Ces travaux de rénovation, selon nous, ils devraient embarquer systématiquement le poste ventilation pour les bâtiments qui ne sont pas équipés d'un système de renouvellement d'air mécanique. Et dans le cas où ils en sont équipés, de voir si on a effectivement des équipements qui fonctionnent correctement et les remplacer si c'est nécessaire. On a chiffré l'effort financier en fait à 375 millions d'euros par année sur 4 ans pour équiper en fait l'ensemble des bâtiments éducatifs en France qui ne bénéficient pas d'un renouvellement d'air mécanique. Ce que l'on recommande, c'est effectivement, si ces travaux sont réalisés, il faut absolument s'assurer qu'ils sont faits selon les règles de l'art, qu'on a des équipements qui sont bien installés, qu'on a des mesures de débit à l'issue de l'installation pour s'assurer que la performance est bien là. Et puis on a constaté en fait pendant la crise sanitaire qu'il y avait eu un débat sur le bon niveau de qualité d'air intérieur. Alors on a cette limite réglementaire à 1300 ppm de CO2 dans le RSDT, qui est la limite réglementaire aujourd'hui en vigueur. On a le Haut Conseil pour la santé publique qui a donné des recommandations de ne pas dépasser 800 ppm de CO2. Donc on a certainement une valeur intermédiaire peut-être à trouver. Et on s'est penché un petit peu sur la littérature européenne. On a des normes sur la qualité de l'air intérieur au niveau européen qui prescrivent une valeur de 1000 ppm de CO2 qui nous semble être
une valeur intermédiaire intéressante que l'on pourrait considérer. Mais on voit que de toute manière, il faudrait, pour arriver, même avec des équipements de ventilation mécanique, pour arriver à ce niveau de 1000 ppm de CO2, il faudrait certainement accroître un petit peu les niveaux de débit qui sont prescrits dans la réglementation aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager en quelques planches avec vous sur cette problématique très importante. Et je vous remercie pour votre attention et à votre disposition pour répondre à quelques questions que vous aurez. Question ? Moi, que la démonstration soit tellement claire que vous êtes convaincu de la démarche et des recommandations, auquel cas je m'en réjouis. Mais n'hésitez pas, nous sommes aussi présents nous avons un stand Aldes un petit peu plus loin là sur l'espace. Si vous voulez passer nous voir pour en discuter plus longuement, on est à votre disposition. Voilà, merci de votre attention. Merci. Oui, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ?